Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui est vraiment au cœur de notre vie de tous les jours. Imaginez, un vase est cassé, un petit accident de voiture, un préjudice quelconque, ça soulève immédiatement une question de justice. On va donc décortiquer ensemble comment fonctionne la responsabilité civile au Maroc. Et oui, c'est la question centrale. Quand quelque chose est abîmé, quand quelqu'un est blessé, qui doit réparer? Qui doit sortir le portefeuille pour assumer les conséquences? Le droit marocain, heureusement, a une réponse assez structurée à cette question et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour que ce soit bien clair, on va procéder par étapes, un peu comme des cercles de responsabilité qui s'agrandissent de plus en plus. On va d'abord voir la base de tout, la faute, ensuite la responsabilité pour ses propres bêtises, on va dire, puis on élargira aux autres et même aux choses et aux animaux. Et on finira par les cas où justement on n'est pas responsable. Allez, c'est parti, on commence par le fondement de tout le système. Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. Le point de départ, la condition numéro 1 pour que quelqu'un doive réparer un dommage, c'est qu'il faut qu'il y ait eu une faute. C'est vraiment la clé de voûte de tout l'édifice. Sans faute, en principe, il n'y a pas de responsabilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement la responsabilité civile? Eh bien c'est tout simplement l'obligation qu'a une personne de réparer le tort qu'elle a causé à une autre à cause d'une faute. Ça peut être une action volontaire, bien sûr, mais aussi une simple imprudence ou une négligence. Le but ici, ce n'est pas de punir, mais de remettre la victime autant que possible dans la situation où elle était avant le dommage. Et ce principe, il ne sort pas de nulle part. Il est noir sur blanc dans la loi, c'est l'article 78 du Code des obligations et des contrats. C'est vraiment le pilier. En substance, il nous dit qu'on est responsable des dommages qu'on cause, que ce soit intentionnel ou pas, même par simple négligence ou imprudence. On commence donc par le premier cercle, le plus simple, le plus évident. On est responsable de ses propres actions. C'est vraiment le noyau dur du système. L'idée est hyper simple en fait. Prenons une image. On joue au ballon dans la rue. On tire un peu fort par imprudence et hop, le ballon casse la fenêtre du voisin. Eh bien là, les trois conditions sont réunies. Il y a une faute, le tir imprudent, il y a un dommage, la vitre cassée, et il y a un lien de cause à effet direct entre les deux. C'est clair, net et précis, la responsabilité personnelle est engagée. Mais ça ne s'arrête pas là, ce serait trop simple. La loi considère que dans certaines situations bien précises, on peut être responsable non pas de ce qu'on a fait, mais de ce que quelqu'un d'autre a fait. Le cercle de la responsabilité s'agrandit. C'est l'article 85 qui nous explique ça. Le principe est clair, on est aussi responsable des dommages causés par les personnes dont on doit répondre, c'est-à-dire celles qui sont sous notre surveillance ou notre autorité. Alors, qui sont ces personnes dont on doit répondre? La loi est très précise. Il s'agit des parents pour les bêtises de leurs enfants mineurs, des employeurs pour les fautes de leurs salariés, des instituteurs pour leurs élèves et aussi des artisans pour leurs apprentis. Pour chacun de ces cas, il y a des règles spécifiques. Prenons l'exemple que tout le monde connaît, les parents. La loi dit que le père et la mère sont responsables des dégâts causés par leur enfant mineur qui vit avec eux. C'est une responsabilité qui découle directement de l'autorité parentale. Mais attention, il y a une nuance et elle est de taille. La responsabilité des parents n'est pas automatique, mais il est extrêmement difficile de s'en défaire. Ils doivent prouver qu'ils n'ont absolument rien pu faire pour empêcher l'acte de leur enfant. C'est une preuve qu'on qualifie souvent de diabolique, tellement elle est quasi impossible à apporter en pratique. On retrouve un peu la même logique pour les employeurs. Ils sont responsables des fautes de leurs employés, mais attention, uniquement quand ces fautes sont commises dans le cadre de leur travail. Et pour les instituteurs, c'est pareil. Leur responsabilité est engagée pendant le temps où les élèves sont sous leur surveillance. Le point commun à tout ça, vous l'aurez compris, c'est ce lien d'autorité ou de surveillance. Et le cercle s'élargit encore. La responsabilité ne s'arrête pas aux êtres humains. On peut aussi être responsable des dommages causés par des objets ou même des animaux qu'on a sous notre garde. Ça peut paraître un peu étrange, mais pour le droit, c'est logique. Si on a la garde d'un animal ou d'une chose potentiellement dangereuse, on doit en maîtriser les risques. Et si un accident arrive, eh bien, on en assume les conséquences. Alors, comment la loi organise ça? Eh bien, il y a deux articles principaux à connaître, l'article 86 pour les animaux et l'article 88 pour les choses. Ce sont deux régimes un peu différents, mais qui reposent tous les deux sur cette notion de garde. Pour les animaux, c'est assez simple. La personne qui garde l'animal est responsable des dégâts qu'il cause. Et attention, ça marche même si l'animal s'est perdu ou s'est échappé. La seule manière d'y échapper, c'est de prouver qu'on a vraiment pris toutes les précautions possibles pour l'empêcher de faire du mal. Une bonne clôture, une muselière si besoin, ce genre de choses. Et cette même logique s'applique de façon assez spectaculaire au bâtiment. L'article 89 est très clair, le propriétaire d'un immeuble est responsable si celui-ci s'écroule et cause des dommages à cause d'un manque d'entretien ou d'un défaut de construction. C'est une responsabilité très lourde qui a pour but d'inciter les propriétaires à bien s'occuper de leurs biens.
Bon, jusqu'à maintenant, on a un peu l'impression que la responsabilité est partout, qu'on est responsable de tout. Mais heureusement, le système a prévu des limites, des cas où, même s'il y a un dommage, on ne sera pas jugé responsable. L'article 95 nous donne les principales portes de sortie. D'abord, la légitime défense, évidemment. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la force majeure, un événement totalement imprévisible et irrésistible, comme une catastrophe naturelle par exemple. Et enfin, si le dommage a été causé entièrement par la faute de la victime elle-même, la responsabilité de l'autre personne peut être totalement écartée. Et là, on boucle la boucle. Vous vous souvenez, au tout début, on a dit que tout partait de la faute. Eh bien, l'article 96 nous le rappelle, un très jeune enfant qui n'a pas encore l'âge de raison ne peut pas commettre de faute au sens juridique. Il n'est donc pas personnellement responsable. Et c'est justement dans ce cas qu'on se retourne vers la responsabilité de ses parents dont on a parlé tout à l'heure. Tout est lié. Finalement, tout ce système, un peu complexe, c'est vrai, nous amène à une question de fond. Est-ce que la responsabilité civile est là pour punir les gens qui font des bêtises, ou est-ce qu'elle est avant tout là pour protéger les victimes en s'assurant qu'elles obtiendront réparation ? C'est sans doute un peu des deux. C'est en tout cas un mécanisme essentiel qui cherche à maintenir un équilibre juste dans la société. Voilà, j'espère que cette explication vous a éclairé. Merci de l'avoir suivi.